En prison, les clés des agents contrôlent la vie des détenus. L'utilisation des menottes et des chaînes de taille est indispensable avec les gangs de prison. Mais les membres de l'Aryan Brotherhood sont passés maîtres dans l'art d'échapper aux mesures de contention physique. N'importe quel détenu quelque peu malin peut mettre la main sur la clé de ses menottes ou un objet qui les ouvrira. Un membre de l'Aryan Brotherhood m'a déjà montré comment il pouvait introduire la clé dans une narine, la renifler et la faire disparaître dans sa cavité nasale. Les gardiens auraient pu le fouiller pendant des heures sans rien trouver. La plupart du temps, un peigne suffit à cause du cliquet du bracelet. Il faut simplement desserrer ce cliquet. C'est facile. Vous voyez le bout de mon peigne? Une fois menotté, on n'a qu'à le glisser derrière le cliquet pour le desserrer. C'est pour ça que les gardiens reçoivent la consigne de verrouiller les menottes à double tour. Les menottes ne sont plus une mesure de contention. Elles fournissent un moyen de gagner du temps. Elles achètent quelques secondes de répit aux gardiens jusqu'à ce que le détenu ait réussi à les enlever. Ces techniques ont permis à des détenus de se venger de leurs ennemis, en dépit des menottes et des gardiens armés. Elles ont aussi aidé l'Aryan Brotherhood à régner dans les prisons pendant des décennies et lui ont conféré un tel pouvoir que l'homme le plus craint des États-Unis a réclamé sa protection. En 1972, Charles Manson quitte le corridor de la mort de San Quentin pour s'installer dans la prison de Folsom. La Cour suprême de l'État de Californie vient de décréter l'inconstitutionnalité de la peine de mort. Manson est effrayé. Il craint de se faire agresser par des détenus noirs et veut se joindre aux membres de l'Aryan Brotherhood pour obtenir de la protection. Mais la marque refuse sa candidature. Malgré sa réputation, le gang respecte un certain code d'honneur. Les crimes de Manson choquaient l'Aryan Brotherhood. Sharon Tate était enceinte et les règles du gang interdisaient le meurtre d'enfants. Elles interdisaient le meurtre des innocents. Même s'il méprise ses agissements, Lamarck et Michael Thompson se rendent vite compte que Manson peut leur apporter gros. Thompson affirme qu'ils ont d'abord utilisé ces femmes pour obtenir des objets de contrebande. On avait l'œil sur Charlie, on le gardait sous notre aile, on le protégeait pour avoir accès à ces femmes qui pouvaient nous fournir des armes et une foule de choses utiles, dont les stupéfiants. Le réseau de contrebande de l'Aryan Brotherhood est menacé lorsque les autorités de Folsom installent des détecteurs de métal. Mais Thompson affirme avoir trouvé moyen de les déjouer avec un nouveau type de ruban isolant. Je leur disais d'envelopper les armes dans le ruban spécial et de les introduire dans leur vagin. Elles venaient nous rendre visite à Folsom et nous les donnaient dans le parloir où les gars les glissaient dans leur rectum pour les ramener aux cellules. En un rien de temps, les couteaux de chasse ont remplacé les pointes de ferraille qu'on fabriquait avec des morceaux de couchette. À partir de 1975, Lamarck étend son influence hors des prisons californiennes et envahit les prisons fédérales. Certains membres de la fraternité ont délibérément commis des crimes de compétence fédérale pour recruter de nouveaux membres dans les prisons fédérales. Ils commettaient surtout des vols de banque. Les détenus introduisent Lamarck dans des pénitenciers à sécurité maximale comme Leavenworth au Kansas et l'établissement à sécurité maximale renforcé de Marion dans l'Illinois. En 1976, John Greshner, un voleur de banque, y est incarcéré. Né dans le Minnesota, Greshner a passé une bonne partie de sa vie dans les centres de détention juvénile et les pénitenciers. Il vient d'écoper d'une peine de 20 ans pour vol à main armée. Je suis un hors-la-loi, je suis impliqué dans des activités criminelles, c'est ce que je fais. Ma spécialité, ce sont les vols à main armée. C'est mon activité principale. Mais je trempe dans d'autres types de crimes. Je vends de la drogue, je passe des armes en contrebande. S'il y a de l'argent à gagner, pas de problème, j'y serai. Greshner est bientôt présenté aux membres de l'Aryan Brotherhood qui se sont introduits dans le système fédéral. Barry Mills, dit le baron, s'intéresse à lui. Mills est un commissionnaire et un des membres les plus importants de la section fédérale de la fraternité. La commission existe depuis peu. Jusque-là, le gang fonctionnait comme un collectif. C'était un mode de fonctionnement trop lourd parce que chaque membre avait un vote de valeur égale. Les leaders de la fraternité ont compris qu'il fallait améliorer le système. Lamarck instaure une hiérarchie. Barry Mills et T.D. Bingham vont diriger la nouvelle section fédérale du gang. Et une commission formée de 4 chefs, dont Michael Thompson, dirigera la section californienne. Au pénitencier de Marion, Mills enseigne les règles de Lamarck à John Greshner en allant droit au but. L'Aryan Brotherhood passe toujours en premier. Elle est plus importante que notre vie, notre famille, nos proches
notre pays, Dieu, plus importante que tout le reste. La fraternité passe en premier. Greschner rencontre d'autres membres du gang à Marion, dont le terrible Tommy Silverstein. Cet homme prouvera bientôt la puissance de l'Aryan Brotherhood en accomplissant l'impossible, le meurtre d'un agent de correction exécuté par un criminel menotté dans le couloir d'une prison. Tommy en voulait à l'agent de correction Klotz, Merle Klotz. Il en avait fait une affaire personnelle. Je connaissais Klotz depuis 9 ou 10 ans. Je travaillais pour lui dans le programme Unicorps. C'était un type bien, mais Tommy et lui se sont accrochés. Et Tommy s'est mis en tête de le tuer. Silverstein, qui est un artiste talentueux, voit un jour ses crayons à dessin confisqués par l'agent Klotz. Il décide donc de se venger. Le 22 octobre 1983, Tommy Silverstein est ramené des douches par Merle Klotz et 2 autres gardiens. Pendant la marche, Silverstein s'appuie contre les barreaux de la cellule d'un autre détenu qui utilise une clé de fortune pour ouvrir ses menottes. Quelques secondes plus tard, Tommy a les mains libres. Il tire une pointe de 25 cm de la ceinture de son complice et attaque l'agent Klotz. Tommy s'est avancé, il a poignardé Klotz 37 ou 38 fois et il l'a tué. Quelques heures plus tard, dans une autre aile de la prison, Clayton Fountain, un membre de l'Aryan Brotherhood, pose un geste similaire. Il poignarde 3 gardiens. L'un d'eux ne survivra pas. Pour expliquer son geste, il nous a dit qu'il ne voulait pas que Silverstein ait un tableau de chasse plus glorieux que le sien. C'était la première fois dans toute l'histoire du système fédéral que 2 gardiens avaient été tués en l'espace de 24 heures. Et l'incroyable s'était produit dans la prison la plus sécuritaire des États-Unis. Le message est clair, la marque est invincible. Ils ne cesseront jamais de tuer, même s'ils passent leur vie en prison en isolement cellulaire. Personne n'est à l'abri. Certains prisonniers se vengent des affronts des autres détenus en se bagarrant dans la cour de la prison. C'est un simple étalage de force brute. Mais les membres de l'Aryan Brotherhood se servent de la violence comme d'un outil, et à partir des années 80, ils ne se perçoivent plus comme de simples voyous racistes. Ils envisagent de bâtir une vaste organisation criminelle axée sur les crimes en col blanc, allant du vol d'identité à l'extorsion. Pourtant, en 1983, il n'y a guère plus de 100 membres de l'Aryan Brotherhood dans les prisons californiennes, sur un total d'environ 35 000 détenus. Ils s'imposent dans les prisons grâce à un entraînement intensif. La fraternité enseigne le code de l'Aryan Brotherhood à ses recrues. Elle leur fait lire certains livres, elle les prépare au combat et surtout, elle leur inculque la mentalité d'un guerrier. Ces types lisent Nietzsche, ils lisent L'art de la guerre de Sun Tzu et Le prince de Machiavel. Ils les lisent vraiment. Ce sont des hommes intelligents. Il fallait être plus intelligent que les autres. Du moins, il fallait avoir l'air plus intelligent qu'eux. Bob Overton entend parler de l'Aryan Brotherhood pour la première fois dans la prison de l'Oklahoma, où il sert une peine d'emprisonnement à vie pour meurtre. Quand je les ai vus, je me suis dit, ils paraissent bien, ils sont en forme, en bonne condition physique, et on les respecte. Je voulais être comme eux. Et les antécédents militaires d'Overton impressionnent les membres de la marque. Ils vous font la cour, ils vous séduisent même. Le membre qui m'a approché m'écrivait des poèmes épiques, qui parlaient de ma vie. Ils savaient ce que j'avais fait, où j'étais allé, et ils l'écrivaient dans leurs poèmes. En fait, l'Aryan Brotherhood nous aidait. Elle nous éduquait. Devenu membre de la fraternité, il apprend à tuer avec plus d'efficacité. On étudiait le livre d'anatomie illustré de Henry Gray, et tout ce qui pourrait nous aider à tuer un type, le moment venu. Mais cette éducation n'est pas à la portée de n'importe quel détenu. Seuls certains d'entre eux sont jugés dignes d'arborer le tatouage du trèfle irlandais. Avec 20 types qui avaient eu leur baptême du feu et qui s'étaient battus, vraiment battus, j'aurais pu en affronter 1000 autres qui ne valaient pas grand-chose. Le genre d'homme qui aime se vanter mais qui n'a aucune substance. Mais 20 gars les auraient décimés. Durant les années 80, même si son pouvoir augmente, la culture guerrière de la marque est menacée. Tout ne tourne pas rond au sein de la fraternité. Les difficultés commencent lorsqu'elle décide de faire respecter ses lois en frappant non seulement les détenus, mais aussi le reste de la population. En 1983, dans le sud de la Californie, des membres de la marque veulent se venger d'un détenu nommé Steve Barnes.
Barnes a dénoncé un de ses collègues et il a accepté de témoigner contre lui. Comme ils ne peuvent pas l'atteindre, ils font tuer son père. Le message était très clair. Si vous ne respectez pas les règles et que vous êtes hors d'atteinte, votre famille paiera pour vous. Auparavant, leur politique leur permettait d'exécuter un autre détenu, mais pas sa femme, ses enfants ou ses parents. Cette nouvelle règle a divisé leur rang. À l'époque, Richard Valdemar était affecté au bureau du shérif de LA. Il entend parler du schisme et saute sur l'occasion. En l'espace de 10 ans, Valdemar et d'autres représentants de la loi approchent des membres de la marque. Certains acceptent de se mettre à table. Everybody came after my mother, my grandmother, those people that I cared about. So here I am. Sur ces bandes vidéo autrefois confidentielles, les hommes déclarent que l'Adrian Brotherhood ne se contente plus d'éliminer ses ennemis. Elle s'est tournée contre les siens. La nouvelle philosophie de la marque enrage particulièrement le commissaire de la branche californienne, Michael Thompson. Ça vous paraîtra peut-être étrange, mais même les organisations criminelles ont des valeurs et un code d'éthique. Thompson n'a pas encore accepté l'assassinat du père de Steve Barnes, un civil. Ils avaient abordé le sujet en disant « On va tuer son enfant, sa femme, pourquoi pas son père et sa mère ?» J'ai protesté. Vous vous entendez? C'est ça le code du guerrier pour vous? Et j'ai décidé de me dissocier du gang. Michael Thompson a pris une décision qui mettra sa vie en danger. Il coopère avec Valdemar. Ce faisant, il enfreint la règle numéro 1 du gang. Il trahit ses frères. Cette fois, il ne peut plus revenir en arrière. Sur ces bandes vidéo, Thompson révèle les secrets de la fraternité de l'Adrian Brotherhood. Just the shamrock, just the AD. Oftentimes you'll see all this or part of it camouflaged into other tattoos. Okay, Say if you have a collage on your arm, correct. if you look, sometimes you'll see 3 6s collaged in. And those are the type of things you want to look for. Je faisais des exposés sur les différentes façons de déjouer les détecteurs de métal. Je parlais aussi de la philosophie, de la psychologie des gangs. Je leur expliquais comment on fabriquait nos armes, comment on manipulait les gardiens. Thompson dévoile un fait troublant. Les objectifs de la fraternité ne sont plus les mêmes. Le gang qui se contentait d'instaurer un régime de terreur en prison veut maintenant s'enrichir par la terreur. We saw the Hells Angels doing it. We saw them making money. We saw the Mexican Mafia do it and making money. Why shouldn't the Aryan Brotherhood? Et malgré les dissensions, la marque s'enrichit. Le gang s'associe à de nouveaux crimes, dont le vol à main armée et la prostitution, même si la plupart de ses membres sont incarcérés. On s'est mis à la considérer comme une entreprise qui avait de la valeur. C'était un concept qu'on comprenait tous et on a commencé à restructurer l'organisation. Dès le début des années 1990, la marque dirige des réseaux de trafic de stupéfiants dans les pénitenciers les plus notoires des États-Unis. On rapporte que plus de 1200 détenus de la prison de Leavenworth ont subi un dépistage d'héroïne positif en 1995. À la prison d'État de Pelican Bay en Californie, Bob Overton, un membre de l'Aryan Brotherhood, était responsable du trafic de stupéfiants dans une des cours d'exercice. Si quelqu'un transportait de la drogue dans la cour, on devait obtenir une part des bénéfices. Pour ça, il fallait faciliter les relations entre les groupes raciaux. S'il y avait un problème entre les Blancs et les Noirs, ou entre les Blancs et les Mexicains, quel que soit le problème, on faisait la médiation. Mais aucun gang, pas même l'Aryan Brotherhood, ne peut assurer la paix dans la cour jour après jour. Voici la prison d'État de Pelican Bay, située à Crescent City. En l'an 2002, des gangs de Noirs et d'Hispaniques rivaux s'y affrontent. Les gardiens utilisent des gaz lacrymogènes et tirent des balles de caoutchouc pour amener l'ordre. Mais environ 200 hommes continuent d'alimenter l'émeute pendant près de 30 minutes. Des dizaines de détenus sont blessés et un autre est tué, mortellement atteint par la balle d'un gardien. Après l'émeute, les agents de correction retrouvent plus de 50 armes de fortune dans la cour. Il s'agissait d'une des plus violentes émeutes de l'histoire de la prison de Pelican Bay. Aux yeux de l'Aryan Brotherhood, ces désordres sont mauvais pour les affaires. On ne cherchait pas la guerre, parce que la guerre nuisait à notre programme. Elle aurait ralenti nos affaires.
Faire entrer des stupéfiants dans un pénitencier à sécurité maximale n'est pas une sinécure. L'Aryan Brotherhood utilise donc tous les moyens possibles pour y arriver. La drogue entre de bien des façons. Elle est introduite en contrebande par les visiteurs, souvent par les policiers. C'est lucratif. C'est un marché lucratif. L'Aryan Brotherhood compte souvent sur des détenus qui ne font pas partie du gang pour renouveler plus facilement son stock de stupéfiants. Pour ça, j'utilisais des courtiers. C'est assez simple. À l'extérieur, on envoie des paquets aux proches de ces types qui les livrent durant leur visite. Le courtier les passe à un autre type qui me les donne ensuite. Il reçoit sa part. Et je ne suis mêlé à rien. Je ne distribue pas la drogue, je ne la vends pas, non. Je la donne à un quatrième type qui la prépare. Il recevra une part bien définie lui aussi. Tout le monde manipule la drogue, sauf moi. Les stupéfiants alimentent l'organisation criminelle, tout comme son racket de protection. Et la marque va bientôt être